Et si, et si je vous disais que 95% de notre vie d'adulte, enfin selon certaines études, serait en fait dictée par des programmes qu'on a enregistrés avant même d'avoir 7 ans. Ah oui, cette idée. Que notre volonté, notre conscience, elle ne piloterait que 5% du temps. Ça fait un peu froid dans le dos, non? C'est une perspective qui interpelle, c'est sûr. Et ça repose sur des choses assez bien observées sur le développement du cerveau chez l'enfant. D'accord. Ces toutes premières années, c'est un peu comme une phase de téléchargement hyper intensive. On installe les logiciels de base, quoi. Ceux qui vont nous définir plus tard. Et souvent sans même qu'on s'en rende compte, c'est ça le truc. Exactement, c'est le côté subconscient. Certains font même le parallèle avec le film Matrix pour illustrer comment on peut fonctionner en pilote automatique basé sur ces programmes. C'est une image forte. Bon, alors aujourd'hui, on explore ça, on essaye de comprendre ce mécanisme. Comment une programmation si précoce peut avoir un tel impact aussi longtemps après? Alors, il faut regarder le cerveau des tout jeunes enfants, disons avant 6 ou 7 ans. Il fonctionne principalement sur un rythme particulier, les ondes θ. Les ondes θ, ça correspond à quoi exactement? C'est un état cérébral plus lent, très proche de ce qu'on observe pendant l'hypnose, ou quand on est dans une imagination très vive. Ah oui, Le fameux coup du balai qui devient un cheval, ou la tarte de boue qui est un gâteau délicieux. voilà, c'est exactement ça. Cet état d'imagination débridé. Une sorte de rêve éveillé alors, mais qui serait aussi une porte grande ouverte pour apprendre? C'est tout à fait ça. Cet état θ, ça rend l'enfant incroyablement réceptif. Une vraie éponge. Il ne juge pas, il absorbe. Il absorbe quoi? Les règles de vie? Bah oui, il regarde les parents, la famille, les autres enfants, la communauté, et il télécharge massivement les règles sociales, les croyances sur l'argent, l'amour, la réussite, et surtout sur ses propres capacités. Et tout ça, ça file directement dans le subconscient, sans passer par la case analyse. Exactement. C'est un enregistrement direct. Ça me fait penser à une caméra qui enregistre tout, et le cerveau ensuite qui applique un filtre basé sur ces premières images. Ça expliquerait pourquoi, face à la même chose, on peut réagir si différemment. C'est une bonne analogie, oui. Ce filtre initial, il teinte toute notre perception future de la réalité. Si nos programmes de base sont différents, nos expériences le seront aussi, même si l'événement extérieur est le même. Et une fois adulte, comment ça se manifeste concrètement? On parle souvent de l'exemple du livre Père riche, Père pauvre dans ce contexte. Oui, c'est un très bon exemple. Il montre bien comment des réflexes inconscients par rapport à l'argent, appris dans la famille, Qu'elle soit à l'aise ou plutôt dans la crainte du manque. exactement. Ces réflexes vont influencer notre parcours financier, parfois bien plus que nos diplômes ou nos efforts conscients. Des phrases comme « l'argent ça ne pousse pas sur les arbres » ou « faut trimer dur pour gagner sa vie ». Si on les a entendus en boucle, Voilà, si elles sont bien ancrées depuis l'enfance, elles peuvent créer des freins invisibles, même si consciemment, on rêve d'abondance. donc si on galère dans certains domaines, si on a l'impression de toujours lutter pour la même chose, ça pourrait être un signe, un conflit entre ce qu'on veut consciemment et ces vieux scripts. C'est une idée centrale, oui. Quand atteindre un but demande une énergie folle, ou quand on répète les mêmes erreurs, les mêmes échecs, c'est souvent qu'un programme interne, lui, il ne veut pas aller dans cette direction. On est en train de ramer à contre-courant de soi-même, en quelque sorte. Notre réalité devient l'impression de ce programme subconscient. Identifier ces zones de friction, ça serait un bon début alors. Souvent, oui. C'est puissant comme idée. Mais alors, si c'est si profond, si ancré, comment on peut espérer changer ça? Juste lire un livre de développement personnel ou se dire « Allez, je change », ça paraît un peu léger, non? Oui, ce serait trop simple. Le mental conscient, lui, il apprend vite. Il lit, il comprend intellectuellement. Mais le subconscient, c'est une autre paire de manches, surtout après 7 ans. Il fonctionne différemment? Son langage principal pour apprendre de nouvelles choses, c'est la répétition. C'est la mise en pratique encore et encore, créer patiemment de nouvelles habitudes. Ah, c'est pour ça que des trucs comme les affirmations positives ou tenir un journal de gratitude, si on le fait tous les jours, ça peut finir par marcher. C'est la répétition. Précisément, c'est ça le levier. Répéter une nouvelle pensée, une nouvelle attitude, un nouveau geste, ça finit par s'ancrer. Ça met à jour le logiciel si on veut. Alors que le post-it sur le frigo, lu une fois de temps en temps. C'est une info pour le conscient, c'est bien, mais ça ne reprogramme rien en profondeur. Il faut l'engagement, la durée, la constance.
c'est la clé. Ça ouvre des perspectives sur notre potentiel intérieur quand même. Cette idée qu'on est plus qu'un conquérant, que ce que pensent les autres au fond, ce n'est pas notre réalité, absolument. Le vrai changement, il commence à l'intérieur, par un ajustement de notre état d'être. Il y a cette phrase chaude, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est-à-dire cultiver une vision claire de ce qu'on veut, adopter une attitude déterminée, orientée vers ses buts et développer ses compétences, bien sûr. Notamment savoir communiquer qui on est, ce qu'on vaut. Comme on dit, ouvrez la bouche et vous dites au monde qui vous êtes. Vivre centré sur ses aspirations profondes, avec cette vision, cette attitude inarrêtable, ça demande un travail constant sur soi, j'imagine. Ah, ça, oui, indéniablement. Ça veut dire aussi accepter les échecs, les revers, non pas comme des fatalités, mais comme des infos pour ajuster le tir, ne pas se plaindre. Et souvent, on a besoin d'un coup de pouce extérieur pour ça, non? C'est là que les mentors, les coachs entrent en jeu. Pensez aux grands champions. Mohamed Ali avait Angelo Dandy, Michael Jordan avait Phil Jackson. Des gens pour nous aider à voir nos angles morts, ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Exactement. Ces programmes inconscients, on ne les reconnaît pas toujours tout seul. Un bon coach, un bon mentor, il te met face à ton potentiel caché, mais aussi à tes blocages. Travailler son estime de soi, ça semble aussi être au cœur du sujet, pour éviter de tout faire capoter quand on commence à réussir. C'est fondamental. Si au fond, on ne se sent pas digne de réussir, même si on y arrive, on trouvera un moyen inconscient de s'auto-saboter. Ça arrive tout le temps. Comment on fait alors? Il faut nourrir son esprit consciemment. Choisir de vivre à partir de son imagination, de sa vision du futur, plutôt qu'en boucle sur les limites de son passé. C'est comme un entretien régulier. Un entretien mental. Oui, choisir ce qu'on écoute, ce qu'on lit, des messages qui nous tirent vers le haut. Prendre du temps pour réfléchir, pour se connecter à ce qui vibre vraiment en soi. Trouver ce qui nous parle. Donc, pour résumer un peu, oui, une énorme partie de nous est programmée très tôt, mais l'histoire n'est pas finie, c'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Grâce à la répétition, au travail sur son état d'esprit, peut-être avec une aide extérieure ciblée, on peut reprendre les commandes. Le pouvoir de réécrire une partie du script, il est bien là. C'est un message d'espoir, mais aussi de responsabilité personnelle. Et pour nous laisser avec une dernière pensée, une question peut-être, inspirée d'Horace Mann. Si chacun de nous arrivait à se libérer un peu plus de ses limitations initiales, pour vraiment exprimer son potentiel unique, imaginez les contributions incroyables qu'on pourrait apporter collectivement au monde. C'est une invitation finalement à ne jamais sous-estimer notre propre pouvoir de transformation. Une très belle façon de conclure. Ne jamais sous-estimer ce pouvoir.